Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Thierry Redon. Thierry que j'ai découvert dans un mastermind avec Martin Latulipe et où on a des similitudes au niveau de ce qu'on fait actuellement. Bonjour Thierry, bienvenue dans cette interview. Donc je m'appelle Thierry Redon, comme tu l'as dit. Moi aujourd'hui, ce qui m'anime particulièrement, c'est d'accompagner, j'aime bien dire d'accompagner les rêveurs à devenir acteurs de leur vie. C'est là où on a des similitudes, effectivement, sur l'accompagnement de personnes qui sentent qu'elles sont à un endroit où ça leur convient plus, alors que ce soit dans l'activité pro, que ce soit dans leur sphère perso. Et puis de les accompagner à clarifier le projet qui les fait vibrer, qui leur tient à cœur et qui va leur donner l'élan d'amorcer un changement. Et souvent, moi les changements que j'accompagne, souvent sont des changements qui sont assez importants dans leur vie, où il y a des dimensions pro et perso qui s'imbriquent. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien dire que plus le changement est important, plus ça m'amuse. En tout cas, plus je trouve ça excitant finalement. Et puis moi, je fais plus de distinction en fait entre le pro et perso, parce que ce que j'aime, c'est quand le projet professionnel est créé à partir de sa passion. Et quand on fait ça à partir de sa passion, en fait, il y a plus de distinction. On a toujours envie que ça avance. On est dans l'énergie de faire avancer ça. Donc voilà. Donc j'accompagne cette phase de transition pro-perso, et puis j'accompagne l'entrepreneuriat en étant en plus thérapeute aussi, psy. Ok, merci. Donc vous voyez de multiples facettes. J'aime bien quand tu dis je ne sépare plus pro et perso, parce que moi, ce que je constate, c'est que quand on a une dimension dans notre vie qui est difficile, qui est douloureuse, eh bien, que ça soit des difficultés pro, moi, je me rends compte que je les ramenais beaucoup à la maison et que ça avait un impact sur ma vie familiale, sur ma vie de couple, et inversement, quand il y a des difficultés au niveau du couple ou au niveau familial, des soucis, eh bien, on n'a plus la même disponibilité pour le travail, que ce soit un travail passion ou pas. Ok, écoute, ce que j'aimerais encore te demander, c'est, tu as été salarié. J'ai été salarié. Et maintenant, tu es indépendant. Exact. À quel moment tu as fait ce changement? Depuis combien de temps tu as... Alors, ça va faire 4-5 ans, là, moi, que j'ai fait ce changement-là. Alors, effectivement, j'étais salarié. Moi, j'ai passé 15 ans, en fait, dans des grands groupes, dans le secteur informatique et télécom. J'ai commencé purement dans la technique. J'étais administrateur système et réseau, pour ceux qui connaissent un peu ce monde-là. Et puis j'ai évolué rapidement, puisque j'ai pris la responsabilité de l'équipe dans laquelle j'étais. Donc je me suis retrouvé manager un peu du jour au lendemain, alors que j'avais 23 ans. Et j'étais manager, notamment dans l'équipe, il y avait un homme qui avait 40 ans. Voilà. Et donc quand j'y repense, maintenant que j'ai 40 ans, je me dis, qu'est-ce que ça me ferait d'être managé par un petit jeune de 23 ans? Ça me ferait certainement assez bizarre. Et donc en tout cas, en tant que manager à cette époque-là, j'ai fait plein d'erreurs de jeunesse, de management, d'autant plus que j'ai pas été particulièrement accompagné dans cette transition, et puis ça avait même pas été dit de manière hyper claire et tout, donc voilà, ça m'a amené dans plein d'erreurs de jeunesse, de difficultés, et puis j'ai beaucoup appris dans cette expérience-là. Et puis après, voilà, si je continue sur mon parcours pro, j'ai évolué encore après vers de la gestion de projet, vers du management de chef de projet à nouveau, vers du marketing et vers du business développement. Voilà, donc tout ça dans le monde informatique et télécom. En tout cas, ce que je peux observer, c'est que tu es allé en direction de quelque chose qui t'a certainement aidé à faire ce passage-là. C'est certain. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vécu, c'est que, donc, en parallèle de tout ce parcours professionnel, j'ai passé 6-7 ans à d'abord faire un travail en thérapie, ensuite me former dans le domaine du coaching, de la thérapie, de l'entrepreneuriat, après du marketing, donc... pendant toute cette période-là, alors surtout quand j'étais sur un gros travail introspectif, ça se dit ça? Introspection. D'introspection, introspectif, je sais pas. Ouais, on vérifiera après. On invente des mots, c'est pas grave. Voilà. C'est la créativité qui s'exprime. C'est ça. Donc en tout cas, dans toute cette phase-là où j'ai passé énormément de week-ends en stage de développement personnel, où on était au cœur de l'humain, on était dans la connexion, dans la bienveillance, l'authenticité, tout ça. Puis je revenais le lundi matin sur des réunions de crise, en costard-cravate, où l'humain n'a pas vraiment sa place, enfin pas plus que ça, parce qu'on est dans quelque chose de très opérationnel, très intellectuel, etc.
En fait, moi, j'ai vécu une scission, quoi. Enfin, je vivais dans deux mondes. Et plus ça allait, plus j'évoluais vers ce monde de l'authenticité, de la bienveillance, de l'ouverture, de l'humain, plus ça m'était difficile d'être dans le monde du corporate tel que je le vivais, et plus je rejetais ce monde-là. Donc c'était des années de transition qui ont été douloureuses à cet endroit-là. Et en fait, il y a eu un point de bascule au moment où je me suis réapproprié toute mon histoire précédente et où j'ai vu qu'en fait, toutes les compétences que j'avais acquises, toute l'expérience que j'avais acquise était un tremplin, enfin un pilier ou des fondations sur lesquelles je pouvais m'appuyer pour la suite. Et en fait, tout mon parcours en gestion de projet, en management, en informatique pure, tout ça en fait m'a énormément aidé à construire mon projet entrepreneurial. Donc c'était vraiment un beau cadeau de me réapproprier ça. Et c'est ce que je vois aussi dans les clients que j'accompagne, qui sont souvent en fait en rejet de leur parcours passé. Je les aide à explorer ce qu'ils ont en fait, qui vient de là, qui fait leur unicité, leurs compétences sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour construire la suite. Du coup, en fait, ça devient une évolution, c'est plus une révolution, sans nommer de marque, mais c'est ça en fait, c'est une évolution de vie, même si la transition peut être importante. Ouais, ce que je trouve important, en fait, tu as utilisé plusieurs mots de ta vie de maintenant. Ouais. Bienveillance, humanité, authenticité. Je suis pas sûre j'allais dire un autre, mais je suis pas sûre. Et quels seraient les mots que tu avais dans ton ancien job? Si je te demandais quelques mots comme ça, ça serait quoi les mots qui te viendraient? Les premiers mots qui me viennent, moi, c'est la compétition. Alors même, c'est globalement l'énergie dans laquelle j'étais, même si ça ne veut pas dire que c'était forcément mon énergie à moi à proprement dit, mais en tout cas de l'environnement dans lequel j'étais. Quelque chose autour de la compétition, de la façade, j'allais dire, en tout cas du faux, c'est-à-dire du faux semblant. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je me disais déjà à l'époque en tant que manager. Je me disais, je dois incarner un rôle. Donc, en fait, je me levais le matin, je mettais mon costard, mais c'était pas que le costard, en fait, c'était le rôle que je devais incarner pour représenter la direction, puisque j'avais un rôle de manager, donc de middle manager, on va dire. Donc, je devais être porteur du message de l'entreprise, voilà, aider, insuffler ça auprès des collaborateurs, même s'il y a des endroits où j'étais pas complètement à l'aise avec tout, mais c'était mon rôle. En tout cas, faux semblant. Faux semblant. Si je résume ce que tu viens de nous dire. Et qu'est-ce qu'il y aurait eu comme autre mot? Compétition, tu as dit aussi. Ouais, compétition, peut-être comparaison, d'ailleurs plus que compétition, mais un truc de l'ordre de se comparer aux autres, voilà, d'évolution, et que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, dans les différentes personnes de l'entreprise, et puis aussi évidemment avec le reste du monde, quoi, le reste du marché. Et je vois aujourd'hui, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'en fait on est sur des accompagnements qui sont très proches. Et en fait, moi, je ne vous vois pas du tout en compétition. Au contraire, je trouve ça super qu'on puisse enrichir nos points de vue, voilà, apporter des choses, puisque chacun a son unicité. Et voilà. Donc, j'aime bien ce que tu dis, aussi de travailler en réseau. C'est ce qu'on vit aujourd'hui ici où on est, parce qu'on est à Punta Cana pour un mastermind. Et c'est vraiment cette idée, quand le soleil brille, c'est pas parce que toi t'en profites que moi je peux pas en profiter, que mon voisin peut pas en profiter. Et souvent on a une idée, il y a une idée qui est répandue, que c'est comme s'il y avait une part de gâteau et que il faut que je me dépêche de prendre ma part, ce qui fait qu'on est un peu dans cette compétition, cette comparaison. Il faut que je me dépêche de prendre ma part, parce que sinon il y en aura plus pour moi. Et je trouve que c'est bien de changer du monde de la part de gâteau au monde du soleil, il y en a pour tous quelque part. Et puis, tu as dit autre chose que j'ai trouvé, qui résonne chez moi, que je trouve important, c'est qu'en fait, on repart jamais à zéro. Qu'il y a toujours, et moi, dans tous les accompagnements, j'ai quand même accompagné beaucoup de monde maintenant, il y a toujours des compétences, des gestes, des passions, des apprentissages qui sont porteurs pour qui vibre dans votre cœur, peut-être votre projet de cœur. Et il y a toujours quelque chose. Et c'est vraiment une croyance qui est très répandue. Je sais rien faire d'autre. On entend souvent, ah ben moi je sais rien faire d'autre. Et en fait, pas du tout.
Pas du tout, parce que soit dans le métier que vous avez eu, comme toi tu viens de nous le partager, soit dans vos loisirs, il y a toujours quelque chose, parce que moi je crois que cet endroit qui vibre à l'intérieur de nous, il essaye de s'exprimer malgré le fait que on veut pas écouter, parce que peut-être que papa et maman ils trouvent que ça serait bien qu'on fasse des études quand on est attiré vers autre chose, ou parce que de père en fils on fait certaines choses, ou parce que oui, mais moi j'aimerais un métier qui ait de la renommée, enfin je sais pas, tu vois, on peut avoir, l'environnement peut nous envoyer plein de messages qui nous amènent parfois à partir dans une identité sociale, c'est aussi quelque chose que tu nous as bien parlé, une identité sociale plutôt que notre réelle identité. C'est ça, et puis du coup c'est une voie qui dans le fond n'est pas la nôtre, quoi. Voilà, et ça marche un temps, puis au bout d'un moment, tout d'un coup, on n'est plus très bien. Exactement, ouais. Alors moi j'aime beaucoup, en fait dans mes accompagnements, je m'appuie notamment sur un modèle qui a été créé par Robert Dilts, donc qui est un des grands pionniers, acteurs de la PNL, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il a écrit 20 ou 25 bouquins sur la PNL, alors que ce soit dans l'angle de l'éducation, du coaching, de l'entrepreneuriat, enfin il a vraiment la santé aussi, donc il a abordé plein de sujets. Et bref, donc moi je m'appuie sur un modèle qui s'appelle SFM1, donc Success Factor Modeling, qui est où il a modélisé les facteurs de succès des entrepreneurs. Et donc les grands entrepreneurs de notre époque, ceux qui ont eu des croissances exponentielles. Et donc ce qu'il dit, ce qui est émergé de son travail, c'est que les entrepreneurs qui ont du succès, ils construisent à partir de leur passion, c'est-à-dire de leur source d'énergie, de leur vibration. Et à partir de là, ils construisent un projet, donc une vision. Ils ont une vision d'un monde idéal. Et cette vision-là, en la nourrissant pour eux, déjà, ça leur donne l'énergie d'aller toujours au-delà des obstacles qu'on rencontre en chemin. Parce que entreprendre, c'est un parcours initiatique dans lequel on a plein de challenges intérieurs à dépasser. Donc la vision est importante pour ça. Et puis elle est importante aussi pour fédérer des gens autour d'un projet commun. Que ça soit des prospects qui du coup deviennent des clients, que ça soit des partenaires, des collaborateurs, etc. En fait, c'est la vision qui va donner l'énergie à tout le monde de se rassembler et puis qui finalement va susciter derrière de la créativité. C'est-à-dire que le porteur du projet, il dit « Moi, j'ai envie qu'on aille par là. J'ai aucune idée de comment on va le faire parce que j'ai pas les compétences pour. Mais par contre, comment est-ce qu'ensemble, on pourrait tendre vers ça ?» Voilà. Et donc, tout ça pour dire, parce que là, je suis parti un tout petit peu plus loin que ce que je voulais dire au début, c'est la notion de passion, en fait, et Robert Dilts l'évoque, et du coup, moi, j'ai vraiment intégré ça, et j'y crois vraiment fondamentalement. Cette notion de passion, en fait, c'est quelque chose qui nous guide tout au long de notre vie, et qui s'incarne dans des projets différents les uns des autres, mais c'est une source d'énergie. Et ça, moi, je le vois, en fait, quand j'accompagne des personnes en les questionnant autour de leur passion, souvent, au début, j'en ai même eu plusieurs qui sont mis à pleurer en me disant mais j'ai pas de passion, j'ai rien qui me fait vibrer, donc qui se sentaient perdus. Alors qu'en fait, en creusant, il y a toujours quelque chose, un endroit qui nous met en mouvement. Voilà. Moi, je parle du diamant intérieur. Hein. Je dis qu'on a son diamant intérieur et que parfois, ce diamant, il est recouvert de terre, de gravats, et qu'il faut peut-être aller enlever certaines couches pour aller se connecter à ce diamant intérieur. Et c'est là qu'il y a notre vision, qui est logée notre vision quelque part. Et que, moi je parle de phare, hein. C'est ton phare, tu sais dans quelle direction tu veux aller. Et il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir... mais en même temps, ton phare, il est toujours là. Et je parle de contribution à ce monde, en fait. Hein, et chacun veut contribuer à autre chose. Hein, mais, je parle aussi, tu sais, je prends cet exemple, si je veux contribuer à mettre plus de beauté dans le monde, je peux être architecte, mais je peux être paysagiste, je peux être toiletteuse pour chiens, je peux être coiffeuse, je peux être esthéticienne. Donc, on peut être dans des mêmes énergies et après le manifester de manière totalement différente. C'est ça, ouais. Tu vois, moi, ça me renvoie, quand tu parles de diamant intérieur, la première chose qui me venait, c'était, dans mon vocabulaire à moi, c'était plutôt la notion de zone d'excellence. C'est qu'est-ce qui fait mon unicité, à quel endroit. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'entendre notre mentor commun, qui disait qui est un grand spécialiste du marketing. Il disait, en fait, mon cerveau pense marketing tout le temps. Et il avait regardé un film, le film sur Bohemian Rhapsody, donc sur la vie de Freddie Mercury.
dans lequel il y a une scène spécifique qu'il a regardée sous un angle marketing. Alors moi, j'avais vu le film quelques jours plus tôt, j'ai pas du tout pensé marketing quand j'ai regardé cette scène-là, mais c'était assez fascinant. En fait, ce que j'ai retenu, c'est cette idée que naturellement, j'ai un fonctionnement qui fait que ma zone d'excellence s'exprime. Donc lui, c'est le marketing. Moi, j'ai une facilité à planifier les choses. Donc c'est-à-dire quand on a un projet qui est clair, ok, j'arrive à identifier les étapes, tout ça. Donc c'est quelque chose que je fais naturellement. Même si en fait plus ça va, plus je lâche ça pour être beaucoup plus dans la présence, l'accueil de ce qui est et moins dans la planification. Donc ça bouge aussi. Mais voilà, cette notion de zone d'excellence est hyper importante aussi, justement quand on est dans les projets de reconversion, parce que c'est à cet endroit-là, et c'est un grand paradoxe la zone d'excellence, parce que à la fois ça a énormément de valeur, parce que ce qu'on fait naturellement en fait, ça peut sembler être 3 fois rien, mais pour la plupart des gens, ils n'ont pas cette facilité-là à cet endroit-là, ils en ont une autre. Mais donc, on peut avoir l'impression que ça n'a pas de valeur parce que c'est hyper facile pour nous, alors qu'en fait, ça en a énormément. Donc, quand on est dans des logiques de facturer des prestations à partir de sa zone d'excellence, c'est un grand paradoxe parce qu'en fait, on peut facturer très cher des prestations qui nous demandent peu d'efforts puisque c'est ce qu'on fait avec facilité. Oui, et je dirais même plus loin que toi dans cette notion de zone d'excellence, c'est que moi, ce que j'observe, c'est que les personnes ne se rendent même pas compte qu'ils ont cette faculté-là. Souvent, c'est en allant chercher à l'extérieur, des feedbacks à l'extérieur, ce que peut faire un coach, où on peut déjà commencer par aller demander à sa famille, aux gens qui nous connaissent. Mais dis-moi, où tu me vois, qu'est-ce que chez moi tu trouves qui est une capacité, un don, et les autres le voient beaucoup plus que nous, parce que comme c'est notre excellence, c'est quelque chose qu'on fait très facilement, on se rend même plus compte qu'on le fait. C'est ça, Et je me rappelle, ça peut aussi être pour des compétences, mais je me rappelle je devais collaborer dans mon ancien métier. Je devais collaborer avec une personne qui avait très très peu d'expérience et elle m'avait demandé si elle pouvait venir pendant un jour ou deux m'observer dans ma classe. J'étais enseignante, de venir m'observer dans ma classe comment ça se passait. Et à la fin de la première journée, elle m'a dit mais tu fais comment? Parce que même ce qui se passe dans ton dos, tu le vois. Et je n'avais jamais réalisé qu'effectivement, est-ce que j'avais cette compétence avant? Est-ce que je l'ai développée à force parce qu'on développe aussi des compétences à force de s'entraîner? Je sais pas, mais j'avais pas du tout conscience qu'effectivement, j'avais mes antennes dehors tout le tour et que c'est une fois qu'elle me l'a dit que je me suis dit, ah ben oui, effectivement, moi je sais quand il y en a un qui est en train de faire le clown derrière moi, quoi. Très clairement. Les fameux yeux dans le dos des profs. Ils ont agacé plus d'un élève. J'avais une question. T'as parlé, oui, j'ai eu plusieurs défis. Quel a été un de tes plus grands défis, que ça soit de toi à toi, à dépasser pour mettre en place ton activité actuelle? C'est clairement de moi à moi, sans équivoque. Je pense, alors, j'en ai plusieurs qui. Je vais commencer déjà en répondant sur comment est-ce que ça s'est incarné. Ça s'est incarné par beaucoup de procrastination, donc de repousser les choses. Moi, j'avais l'envie, comme toi, d'utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître mon activité. Et en fait, j'ai passé un temps fou entre le démarrage et le moment où j'ai vraiment commencé à le faire, je dirais naturellement, enfin à trouver du plaisir, à avoir la sensation d'avoir du sens dans le message que je portais. Parce que, tu vois, en fait, en expliquant, ça devient beaucoup plus clair pour moi. C'est intéressant. Donc, donc vous vivez en direct de la clarification interne et des prises de conscience de Thierry. Super. Et donc ça a été qu'en fait, bizarrement, tu vois, il y a un endroit où probablement j'essayais encore de jouer un rôle comme je le faisais dans ma vie d'avant, en fait, en tant que manager, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et c'est-à-dire qu'en voulant faire des vidéos sur le net, etc., moi j'étais très influencé par tout ce que je voyais sur le net par ailleurs, voilà, dans l'énergie, dans la manière dont ils présentaient les choses et tout ça. Donc j'ai essayé de reproduire ça puisque c'était la chose qu'il fallait faire, mais en même temps je m'y retrouvais pas, donc j'y arrivais pas. C'était pas du tout fluide. Et
en fait, plus ça va, plus j'ai dû me dépouiller de cette représentation de ce que je devais faire pour aller vraiment dans mon essence, en fait, dans qui je suis, et puis pas chercher à avoir une autre énergie que la mienne, pas chercher à apporter un message autre que le mien. Et en fait, c'est ça le deuxième point fondamental, c'était d'aller rencontrer vraiment mon message à moi, ce qui est important pour moi, plutôt que tiens, moi, je navigue entre le monde du coaching, de la thérapie, et voilà, dans le coaching, il y a plein de choses qui sont très pushy et qui en fait ne me correspondent pas du tout. Voilà. Il y a ça, et puis moi dans la forme, c'était aussi que dans toutes ces vidéos-là qui m'ont inspiré. Ouais. Peut-être je te demanderais comment tu as fait pour te dépouiller et devenir toujours plus toi. Si tu as la réponse, hein, parce que c'est pas forcément évident, mais je trouve que ça serait intéressant pour les gens qui nous écoutent d'avoir une idée du processus par lequel tu as passé. Déjà, ça m'a pris du temps. Ce qui m'a permis ça, c'est que je suis passé par des phases de grosses contractions et ensuite d'expansion. Donc on a un autre ami commun qui s'appelle François Lemay qui évoque ça. Quand on dit grosse contraction, c'est dans des moments dans lesquels je me sentais pas bien dans ce que je faisais, l'impression de pas y arriver, que je n'allais pas y arriver, il y a le syndrome de l'imposteur qui vient se présenter, tout ça, donc qui m'a fait plonger dans des énergies difficiles. Et ce qui m'a permis de remonter après, ça a été de me dire, ça a été la prise de conscience que si je continuais comme ça, j'allais droit dans le mur. Donc de me dire comment je fais pour aller au-delà de ça, et donc de me reconnecter là à mon énergie, justement à quel est le message qui est important pour moi et que j'ai envie de délivrer. Et ça, c'était vraiment un processus d'accouchement de moi-même. Donc tu vois, c'est aussi comme s'il y avait une gestation en fait pendant très longtemps, et qu'à un moment, ce truc-là intérieurement, il poussait tellement fort que il y a eu cet accouchement-là qui en fait, moi, un gros marqueur de ça, c'est que j'ai fait une conférence qui s'appelle « Faciliter la libre circulation de l'amour ». Et pour moi, juste là, de le nommer comme ça, maintenant, c'est OK. Mais à l'époque, juste d'oser pouvoir dire ça, et en fait, c'est une conférence que j'ai dû faire dans un contexte professionnel très... pas du tout dans le monde du développement personnel ou de la spiritualité ou autre. Donc, rien à voir avec la choucroute. Et d'oser monter sur une scène, peut-être encore un peu plus en tant qu'homme, et d'aller parler d'amour. J'ai dû aller chercher vraiment loin et me dire, mais dans le fond, c'est ça que je crois. Et j'y crois tellement que je suis OK de porter ce message-là, et les autres sont pas OK de le prendre. En fait, ils en font ce qu'ils veulent. Mais c'est ma vérité à moi. OK. Donc c'était un long processus d'introspection pour après ensuite oser incarner et délivrer ce message-là de manière publique, quoi, finalement. Ouais. Donc si j'essaye de résumer, il y a vraiment eu ce travail intérieur d'aller préciser quelque part, clarifier, avoir quelque chose de plus précis sur vraiment ce qui était important pour toi, essentiel pour toi. Et on retrouve le mot essence, qui est l'essence, notre vraie graine, comme dirait une autre amie commune, Caroline Gauthier, pour après j'imagine, il y a quand même un peu, à un moment donné, on se donne un peu un coup de pied au derrière en se disant, maintenant tu y vas, quoi. Ouais, exactement. Et je trouve ça important de souligner que dans tout ce processus-là, il y a vraiment des phases où on peut se sentir au fond du gouffre, quoi. Et ça fait partie du processus. Et moi, j'ai toujours la foi dans le processus, dans le fait que derrière ça, il y a un cadeau. Et je trouve que c'est important de le souligner parce que quand vous regarderez cette vidéo, si vous vous sentez là-dedans, peut-être un petit peu perdu, eh bien, ayez confiance dans le processus, allez au fond de ce que vous vivez là, et puis derrière, certainement, assurément même, il y aura la clé que vous êtes en train de chercher. On est vraiment dans échec, erreur, échec, erreur, échec, erreur. Et je lisais ça encore dans le livre de Yannick ce matin. J'avais eu un petit encart, je suis tombée dessus par hasard. Il disait qu'un enfant tombe jusqu'à... maintenant, je sais plus si c'est 2000 ou 20 000 fois avant de savoir marcher. Oh, c'est énorme. Et même si c'est 2000, c'est déjà pas mal. Mais il se relève. Et il se pose pas la question de savoir
si il a raison de se relever ou pas se relever. Ouais. Il réessaye et il retombe sur ses fesses. Et je ne sais pas ce qui se passe entre ce moment où on apprend à marcher et notre état d'adulte, où tout d'un coup, on voudrait être capable de faire les choses tout de suite. Du premier coup. Du ouais. premier coup. Tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est parfait. Tu sais, dans les personnes que j'accompagne, un thème qui revient vraiment quasi chaque fois, c'est le thème de l'argent. Oui, mais avec mon salaire, je sais au moins qu'à la fin du mois, il y a ça qui tombe. Si je pars comme indépendant, enfin, il y a vraiment une peur, une insécurité de lâcher la sécurité. Je vais mettre des guillemets parce que je pense en plus avec la période qu'on est en train de vivre, il y a plein de gens qui sont en train de se dire, ben, c'est vrai qu'être salarié, c'est peut-être bien, mais on n'a peut-être pas beaucoup plus de sécurité qu'un indépendant, peut-être même moins. Parce qu'on a moins de marge de manœuvre pour essayer de rebondir dans ce qui se passe. Mais comment toi, t'as géré le fait, ben, tu étais manager, donc j'imagine que tu avais un bon salaire, et de tout d'un coup passer dans l'indépendant avec ben, justement tout ce temps d'apprentissage où ça peut prendre du temps jusqu'à qu'il y ait suffisamment de gains qui rentrent. Donc comment tu as géré ça? Alors c'est un très bon sujet. Moi je suis parti de loin parce que j'ai 2 parents qui n'ont jamais quitté l'université de leur vie. Puisque après avoir fait leur thèse, ils sont devenus profs et donc ils sont restés à l'université toute leur vie. Donc en tant que fonctionnaires, donc ils m'ont transmis des valeurs de sécurité très très fortes, et notamment de sécurité financière. Donc j'ai effectivement dû beaucoup négocier intérieurement avec mon insécurité. Qui en fait m'a beaucoup aidé dans le fond, parce que dans ma transition professionnelle, au passage, moi j'ai fait un projet immobilier qui était un projet vraiment très conséquent, c'est-à-dire que c'est un ancien théâtre, on a tout cassé, tout reconstruit. Et si je suis allé jusqu'à ça, qui était finalement un projet dans le projet, si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais peur de ne pas m'en sortir financièrement. Et je me suis dit, bah, moi j'ai fait un grand switch pro et perso en même temps, parce que j'ai déménagé, donc créé un centre de développement personnel, coaching, thérapie, et en arrivant dans une région dans laquelle je connaissais personne en fait, et dans une ville dans laquelle je connaissais personne. Tous les niveaux, tous les stress les plus importants. J'ai fait tous les plans en même temps avec un bébé. Avec un bébé en plus, il me semblait bien. On a fait ça à 2, donc on est 2 à avoir quitté des activités salariées où on gagnait bien nos vies pour se créer dans l'entrepreneuriat. Et donc voilà, en fait, c'était, il y a un moment où je me suis dit, si mon aventure entrepreneuriale ne fonctionne pas dans 2 ans, 3 ans, et que je me plais même pas dans la ville dans laquelle je vais, alors que je sais même pas, je connaissais à peine avant en fait, et que j'ai besoin de repartir, au moins si je fais ce projet immobilier là, sur lequel il y a une plus-value, donc c'était un projet qui était un investissement intéressant, je repartirais pas en ayant perdu de l'argent au passage en plus. Si j'avais acheté un logement que j'aurais revendu 3-4 ans plus tard, ça n'aurait pas été intéressant. Donc il y a ça qui m'a apporté de la sécurité. Donc tu avais suffisamment en tout cas d'économie pour pouvoir investir dans un projet immobilier. Oui. Et puis j'ai fait un crédit tant que j'étais salarié. En France, c'est plus facile quand on a un CDI de faire un crédit. Donc oui, j'ai fait ça. Après, en France, on a quand même aussi la chance d'avoir Pôle emploi. En fait, moi, comme j'étais salarié depuis longtemps, j'ai pu faire une rupture conventionnelle avec mon employeur, ce qui m'a permis d'avoir 2 ans de Pôle emploi. Donc ça m'a quand même clairement donné une soupape de sécurité. Encore que je regardais toujours l'échéance arriver. Et en fait, la peur du manque a été un super moteur d'action. J'aurais probablement pas fait tout ce que j'ai fait en si peu de temps, parce qu'au démarrage, il faut quand même mettre la fusée sur orbite, donc il faut quand même beaucoup travailler. Mais voilà, la peur du manque a beaucoup construit en fait tout ça. Ok, d'accord. Tu t'attendais pas à cette réponse? Non, elle me semble logique, hein, si tu veux. Et en même temps, chez toi, elle a été un élément moteur, et moi, ce que j'entends souvent, c'est qu'elle est un frein, voire un blocage. C'était un frein pendant longtemps, mais en fait, ce frein, tu vois, c'est un peu comme sur une marmite en fait qui monte en pression, c'est-à-dire qu'il y avait le frein, et puis
plus ça allait, il y avait quand même l'énergie du changement, et puis ça faisait monter la pression, et puis ça m'a permis d'imaginer, de construire quelque chose qui permettait de sécuriser cette partie-là qui était effrayée en fait, hein, quelque part. Hein. Oui, et puis ce que j'entends, c'est que tu es parti avant que le couvercle qui pète par la pression, parce que moi ce que je peux observer, c'est qu'il y a des gens qui ont cette conviction qu'ils doivent changer, mais qui restent là où ils sont par peur, et à un moment donné, une fois qu'on a la conscience qu'on n'est plus au bon endroit, eh bien moi ce que j'observe, c'est que le système nous éjecte. Soit c'est burn-out, maladie, accident, licenciement, enfin il peut y avoir différentes manières de se faire éjecter, mais quelque part c'est comme si la vie nous disait écoute, tu veux pas entendre ce que tu désires, ce que tu veux, ce qui est en train de pousser là à l'intérieur de toi, eh bien moi je vais te donner un petit coup de pouce, pas fort agréable, hein, c'est même franchement désagréable, pour que tu puisses aller là où tu as envie d'aller et que tu changes. Ouais. Je sais pas si tu rencontres ça aussi dans tes accompagnements. Oui, je vois ça aussi. Et effectivement, moi, c'était justement parce que j'avais pas envie d'aller vers ça que il y a eu un déclencheur à cet endroit-là. Après, moi, ce que j'aime bien évoquer aussi, en fait, ce que j'ai vécu moi, c'est qu'il y a un moment où je me suis autorisé à rêver d'autres choses. C'est-à-dire que la situation perso dans laquelle j'étais me convenait plus. Et je me suis mis à rêver. Donc là, il y en a plein qui parlent de la loi de l'attraction, etc., de faire son vision board, donc ce que j'ai fait pour moi. Et je me suis autorisé à rêver vraiment grand, c'est-à-dire que le lieu dont j'ai parlé, là, que j'ai transformé, j'ai créé un loft, c'était un rêve depuis de longue date, dans lequel voilà, j'en ai fait un truc qui me plaisait beaucoup. Le fait de déménager, donc de quitter la région parisienne, je voulais me rapprocher de la mer, je voulais avoir plus de soleil, donc là, il y avait plein d'ingrédients comme ça, je voulais être libre de gérer mon temps, pouvoir voyager dans mon travail et tout ça. Donc j'avais tous ces ingrédients-là qui, si j'en avais pris un seul dans un coin ou un autre, en fait, j'aurais pas pu créer le projet que j'ai fait, enfin ce que j'ai fait au final. Et donc en fait, en osant rêver grand et en mettant tous les ingrédients de mon rêve, il y a un moment, en fait, ça a pris tellement de consistance, ça a pris tellement de saveur intérieurement que je ne pouvais pas ne pas le faire. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais passé toute ma vie à regretter de ne pas l'avoir fait. Donc là encore, en fait, c'est la pression intérieure qui a fini par monter vraiment fort parce que voilà, je pouvais pas ne pas le faire. Mais là encore, il y a eu tout un temps de gestation entre l'envie de départ et puis le moment où je suis passé à l'action. Il s'est passé quand même du temps parce que moi, c'était aussi une reconversion professionnelle importante. Donc ça a été toute une phase d'apprentissage d'un nouveau métier. Voilà. Mais, Ok, ouais. Oui, je pense que déjà, si on a l'intention et qu'on la pose clairement, moi je me rappelle de mon mari, qui suite à 12 jours avec Marshall Rosenberg est rentré et m'a dit « Je ne mets plus le couvercle sur mon insatisfaction et le fait que mon travail n'est plus aligné avec mes valeurs. Je n'ai aucune idée de ce que sera la suite, de comment ça va se passer, mais c'est clair que maintenant j'ai acté. » Parce que souvent on négocie beaucoup avec nous-mêmes. Hein. Et moins de 2 semaines après, il avait un téléphone du siège qui lui proposait un poste dans la formation. Donc il était conseiller en placement. Moins de 2 semaines après, quoi. Et il s'est fait engager, il a été très transparent, il a dit pour moi ce n'est qu'une étape. Je sais que je vais aller encore vers autre chose. Et ça a été vraiment qu'une étape parce que 2 ans après, il s'est fait licencier. Suite à la crise des subprimes. Et qu'il a pris ça comme... Ça a été un cadeau pour lui. Hein. Et j'ai trouvé cette puissance de l'intention, quand elle est vraiment incarnée, qu'elle est habitée. J'ai trouvé que l'univers avait répondu à une vitesse incroyable. Quoi. Ouais, puis dans ce que tu évoques, il y a une histoire d'avoir la foi dans le fait que ça va bien se passer. Ouais. Le fait de dire stop, je sais pas comment ça va se passer après, mais c'est un vrai stop. Il y a un moment où on n'a pas d'autre choix que de contacter cette foi-là. C'était un peu moins sécure pour moi, hein, l'épouse. Mais voilà, on a fait avec et je crois que autant l'un que l'autre, on n'aurait pas parié sur la vie qu'on a maintenant. On n'aurait jamais imaginé et c'est tellement plus joyeux. Ouais.
Thierry, on arrive à peu près au bout de cette interview. Je te remercie beaucoup, mais avant qu'on termine, je me disais, si tu avais un seul conseil à donner, quel est le conseil que tu donnerais aux gens qui sont là? Tu sais, je reste dans mon métier, non, je vais aller dans l'indépendance, non, je reste, tu sais, quand on est dans cette période d'hésitation, de négociation, quel conseil tu donnerais aux gens? Déjà, pour tester, est-ce qu'il faut que je change ou pas, vous pouvez tout simplement vous projeter à la fin de votre vie et vous demander, il y a deux scénarios, je n'ai pas changé, et quand vous projetez à la fin de votre vie, comment est-ce que vous regardez dans le rétroviseur, comment ça se passe, et versus vous avez changé, vous avez osé prendre le risque, peut-être que vous êtes cassé la figure, peut-être pas, mais en tout cas vous avez osé, et là, comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes dans ce scénario-là? Personnellement, c'est ce qui m'a fait franchir le pas, parce que je ne pouvais plus me projeter à passer, j'aurais dû passer encore 20 ou 30 ans à évoluer dans l'écosystème dans lequel j'étais, c'était juste impensable, quoi. C'est les synchronicités. J'ai fait une vidéo hier sur la peur de l'échec. Okay. Et je parle de ça parce qu'il y a une Australienne, maintenant j'ai le nom qui m'échappe. Le premier regret des gens qui sont en fin de vie, c'est celui-là. C'est de ne pas avoir été suffisamment courageux pour vivre la vie à laquelle ils aspiraient et d'avoir vécu la vie que leurs proches attendaient d'eux. Et c'est le premier regret qui sort dans les gens qui arrivent en fin de vie. Ça ne m'étonne pas de ne pas avoir osé. Ouais. En tout cas, je te remercie tout plein. Tu voulais rajouter quelque chose? Mais non, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Thierry. Avec Donc plaisir. j'espère que, je crois que vous avez reçu beaucoup de clés dans cette vidéo. J'espère que elles vous aideront à faire le pas ou pas, mais en tout cas à vous positionner par rapport à un désir de changement. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Bye bye, à bientôt dans une prochaine interview. Merci encore à toi. Ciao.